Bien, Monsieur le Président, Messieurs les responsables, particulièrement celui qui a dressé la présentation de ma personne, mille merci. Mille merci aussi à de nombreux visages amis reconnus, Jacques Bringer et d'autres dans cette assemblée. Et vous savez que j'ai des attaches à Montpellier, des attaches familiales et des attaches médicales. Pour ne pas rentrer dans les détails, je suis toujours très heureux de venir m'exprimer devant vous, et vous l'avez signifié tout à l'heure, ce n'est pas la première fois, mais c'est toujours avec le même plaisir. Vous m'avez demandé aujourd'hui de vous traiter d'un sujet dont je ne pensais pas, lorsqu'il a commencé de m'intéresser il y a quelque temps, qu'il deviendrait à ce point un sujet d'actualité. Je veux parler de l'homme augmenté. Parce que depuis toujours, l'espèce humaine a éprouvé la tentation d'améliorer les qualités des êtres qui la composent pour les rendre plus performants. Toutes les mythologies nous le racontent. De Prométhée, qui voulait faire de l'homme l'égal des dieux, à Gilgamech, en quête de l'immortalité. Et le rite par lequel l'anthropophagie poursuivait le dessein de se nourrir de celui qu'on sacrifiait afin d'en acquérir les qualités était peut-être la première façon d'aller vers l'homme augmenté, désormais théorisé sous le terme de transhumanisme. Dans son ouvrage « La Nouvelle Atlantide » en 1624, le philosophe britannique Francis Bacon précise le débat déjà en dressant la liste des progrès attendus par l'homme. Je le cite. « Prolonger la vie, guérir les maladies réputées incurables, amoindrir la douleur, augmenter la force de l'activité, transformer la stature et élever le cérébral, cette longue liste permet de poursuivre ce vieux rêve de dépasser les limites de la condition de l'homme, et ce rêve est bien celui de l'homme augmenté ou amélioré. Durant des siècles, les religions ont constitué l'encouragement principal à devenir meilleur et même à se dépasser sur le plan moral. Mais au XVIIIe siècle, les philosophies des Lumières ont ouvert une ère nouvelle en donnant le pouvoir à la science et à la raison pour proclamer avec Rousseau, Condorcet et d'autres que la perfectibilité de l'homme est infinie. Et Voltaire l'exprime à sa façon dans Le Monde comme il va, je le cite, « Malgré l'opiniâtreté des hommes à louer l'antique aux dépens du moderne, il faut avouer qu'en tout genre, les premiers essais sont toujours grossiers. » Fin de citation. En proposant sa théorie de l'évolution des espèces par la sélection naturelle des meilleurs, Darwin a introduit l'idée que cette perfectibilité est d'abord de nature biologique. Des scientifiques, mais aussi des philosophes ont continué de courir après cette idée. Julian Huxley parle de transhumanisme pour la première fois en 1957. Et ce terme devient très présent dans la littérature romanesque, y compris moderne, comme dans certains ouvrages de Michel Houellebecq. Depuis, l'idée se répand que l'homme serait en chemin vers un autre type d'humanité composé d'êtres humains augmentés, c'est-à-dire améliorés, et pourtant les idées du mouvement transhumanisme supposent une rupture pour les êtres humains que nous sommes, et les enjeux sont tels qu'ils imposent une réflexion que je vous propose maintenant de partager. D'autant qu'il faudrait éviter les erreurs du passé. Car pour améliorer les qualités des êtres humains dans la société, deux stratégies de sélection et d'élimination ont été utilisées, aussi loin que l'histoire nous permet de le vérifier, à savoir l'eugénisme et le génocide. À Sparte, mais pas seulement, à la naissance, les pères reconnaissaient les enfants destinés à vivre alors qu'ils se détournaient de ceux qui ne correspondaient pas à leur attente et se trouvaient donc voués à la mort. En Égypte, chez les pharaons, la recherche de la consanguinité poursuivait le but d'améliorer la descendance
à revers de ce que la génétique nous enseigne aujourd'hui d'ailleurs. Enfin, pour ne conserver que la dite race aryenne, jugée supérieure, l'extermination par les nazis des juifs, des gitans, des homosexuels, des personnes handicapées a révélé à la face du monde l'inhumanité des stratégies génocidaires. Après Auschwitz, Hiroshima et le Goulag, l'humanité même de l'homme a pu être mise en doute. Je cite, « Comment peut-on encore approuver un monde dans lequel est survenue la Shoah ?» demande la philosophe Hannah Arendt. Eugénisme et génocide ont été condamnés, mais on voit bien que la tentation persiste. Pour preuve, le développement des techniques de diagnostic prénatal, du diagnostic préimplantatoire, qui rendent possible la sélection des enfants à naître et posent la question d'un eugénisme d'un nouveau type. Alors il ne s'agit plus du tout, évidemment, d'un eugénisme politique, mais d'un eugénisme libéral, selon l'expression du philosophe allemand Jürgen Habermas. Il en va de même avec le désir de connaître, par précaution, le séquençage de son propre génome avant toute procréation. Ces préoccupations, parmi d'autres, démontrent que le souci de l'amélioration de l'homme par l'homme est une constante du comportement humain. Ce n'est pas surprenant, car si le propre de l'homme est de subir les évolutions qui s'imposent à lui, il est aussi de chercher à s'améliorer sans cesse. D'ailleurs, il y a longtemps que, délaissant le respect de la loi naturelle prônée par Aristote, la médecine a ouvert la voie. Elle l'a fait par exemple en mettant au monde par césarienne des bébés qui seraient morts lors d'un accouchement naturel. Elle l'a fait aussi en ramenant à la vie par des respirateurs, des défibrillateurs, des personnes que la mort naturelle s'apprêtait à emporter. Et désormais, avec des moyens aussi inédits que puissants, des médicaments aux prothèses, des greffes aux implants, la médecine intervient et modifie l'état naturel au point qu'il faut s'interroger sur son rôle dans le mouvement d'idées souhaitant l'avènement de l'homme augmenté. La médecine serait-elle l'alibi du transhumanisme ? Car transhumanisme et homme augmenté sont des synonymes. La médecine doit-elle accompagner ce mouvement ? Les avancées technologiques récentes posent la question avec de plus en plus d'insistance au risque de bouleverser la médecine moderne. Depuis son origine, la médecine s'est avant tout concentrée sur la notion de soin et le traitement des maladies. Mais en 1946, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, définissait la santé, je cite, comme un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Fin de citation. Cette définition, qui confine, vous en conviendrez avec moi, à celle du bonheur, induit de nouveaux objectifs pour les politiques de santé, car elle soutient l'évolution de la médecine moderne en mettant les nouvelles technologies à la disposition du mieux-être de l'homme pour le rendre plus heureux. La médecine moderne s'ouvre donc à des champs d'intervention bien au-delà du soin clinique traditionnel. Dans le domaine de la santé publique, elle a déjà contribué, la médecine moderne, à l'accroissement cellulaire de la taille, séculaire de la taille, à l'allongement de la durée de la vie, grâce à une meilleure hygiène, une meilleure alimentation. Mais plus récemment, elle a amélioré les défenses immunitaires de l'être humain au moyen des vaccinations. Elle a permis la maîtrise de la procréation grâce à la contraception et à la procréation médicalement assistée. Elle s'est aussi impliquée dans la prévention du handicap et des maladies génétiques par le conseil génétique et le diagnostic prénatal. Elle s'est encore engagée dans le dépistage de certaines affections et la prévention en général, au regard par exemple de l'excès de poids, de la consommation de substances nocives pour la santé et bien d'autres. Ces seules actions
bien au-delà de la médecine thérapeutique traditionnelle, peuvent modifier au cours du temps les caractéristiques physiques d'une population. Par exemple, une plus grande taille, la pyramide des âges, avec la longévité, le vieillissement, et même la démographie, avec la diminution du nombre d'enfants. La médecine destinée aux sportifs s'est aussi appliquée à obtenir une plus grande résistance à l'effort, de meilleures performances grâce à des méthodes adaptées aux connaissances plus fines de la psychologie, de l'anatomie, de la physiologie de l'être humain. La devise olympique n'est-elle pas « plus vite, plus haut, plus fort ». La médecine a également développé des champs médicaux dédiés à une meilleure adaptation de l'homme dans certains milieux extrêmes. C'est la médecine spatiale, c'est la médecine océanographique, très éloignée de la notion de maladie, mais rendant plus réelle l'idée de l'homme augmenté dans ses capacités. Quant à la médecine de la personne, elle a commencé de se soucier d'obtenir un meilleur confort de la vie individuelle au quotidien. Cela concerne par exemple le sommeil, mieux dormir, la mémoire, la nutrition, la sexualité et le comportement, toute une panoplie de molécules médicamenteuses est proposée pour améliorer telle ou telle difficulté. Alors je cite par exemple le Prozac, la Ritaline, le Viagra, parmi d'autres. Et que faut-il penser de l'hormone de croissance à des enfants simplement un peu plus petits que les autres, sachant que 40% des prescriptions de cette hormone aux États-Unis se font hors indication médicale. Il s'agit bien d'augmenter volontairement la taille d'une personne qui ne souffre d'aucune maladie, mais qu'on souhaite voir peut-être devenir championne de basketball. C'est encore l'exemple d'Oscar Pistorius, dont les prothèses de jantes en titane lui ont permis de retrouver une mobilité normale, mais aussi d'accroître ses performances sportives jusqu'à l'autoriser à concourir aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Dans les faits, la révolution technologique encourage ces nouveaux objectifs de la médecine moderne en lui offrant des perspectives jusque-là totalement inédites. Les biotechnologies font appel aux cellules souches, celles qui sont à l'origine de toutes les autres. Elles sont capables, évidemment, de rajeunir les tissus, les organes. La génétique moléculaire ouvre des horizons insoupçonnés avec le génie génétique. L'intelligence artificielle offre désormais une capacité mémorielle quasi infinie et des possibilités de calcul monstrueuses qui augmentent les performances du cerveau humain. Quant aux neurosciences, stupéfiantes, elles commencent à pouvoir modifier le fonctionnement du cerveau lui-même. C'est un rêve bien présent en Chine de doter les bébés de super-cerveaux pour qu'ils deviennent des humains dotés d'une intelligence très supérieure. Et pour cela, dans un laboratoire de génomique cognitive de Pékin, des généticiens travaillent tous les jours à séquencer le génome de milliers de personnes surdouées, c'est-à-dire ayant un quotient intellectuel supérieur à 160, afin de trouver les origines génétiques du génie. En outre, toutes ces technologies peuvent se combiner entre elles pour permettre la création de prothèses, d'exosquelettes, parfois commandées grâce à l'interface cerveau-machine qui transforme la pensée en action. Mais aussi des organes artificiels, de stimulateurs, de micropuces électroniques ou d'implants cérébraux. Des expérimentations d'implants à finalité thérapeutique ont déjà eu lieu. Mais Elon Musk, bien connu, a créé Neuralink, une entreprise dédiée à l'amélioration du fonctionnement cérébral. Il vient de poser récemment, le 28 janvier 2024, son premier implant cérébral chez un patient dans un but ouvertement transhumaniste, c'est-à-dire dans le but d'améliorer ses capacités cérébrales. Et il rapporte que les premiers résultats montrent effectivement une activité neuronale prometteuse.
De la taille d'une pièce de monnaie, cet implant avait déjà été placé dans le cerveau d'un macaque qui avait réussi à jouer au jeu vidéo Pong sans manette ni clavier. En mai 2024, Neuralink avait obtenu le feu vert de l'Agence américaine des médicaments pour l'implanter chez l'humain. Pour résumer, un implant neuronal permet d'enregistrer l'activité électrique d'une zone limitée du cerveau. L'information est alors traitée par un système informatique qui la traduit ensuite en mouvement. Le but annoncé serait d'éviter que l'humanité se fasse dépasser par l'intelligence artificielle. Et si ces projets transhumanistes sont très contestés d'ores et déjà, des interfaces cerveau-machine sont développées à des fins thérapeutiques. Il s'agit le plus souvent de patients tétraplégiques, donc paralysés des 4 membres, qui apprennent ainsi à diriger à distance les mouvements d'un bras robotique, d'un fauteuil roulant, voire d'un exosquelette à 4 membres. C'est ce qu'on fait au laboratoire Clinatech de Grenoble depuis 2019. Une telle révolution crée des possibilités inédites qu'on se prend à imaginer comme infinies. D'autant que de son côté, la thérapie génique, après avoir longtemps cherché la meilleure stratégie pour corriger les anomalies de tel ou tel gène, connaît désormais une nouvelle technique de génétique moléculaire appelée l'édition du génome. Je passe sur la dénomination savante, mais plus usuellement et facile à comprendre, on utilise l'expression de ciseaux génétiques qui bouleverse les méthodes habituelles. Et pour faire simple, comme nous connaissons sur nos ordinateurs le coupé-collé informatique, 2 scientifiques, une américaine et une française, ont mis au point un coupé-collé moléculaire. Autrement dit, il devient possible d'exciser un gène pathologique et le remplacer par un gène normal pour guérir des maladies qui nous résistent encore. Par exemple, la première qui est étudiée, la drépanocytose, c'est-à-dire une maladie de l'hémoglobine très fréquente en Afrique. Mais avec la tentation du méliorisme pour l'homme, chacun comprend que si l'on peut remplacer un gène malade par un gène normal pour guérir, il devient tout aussi possible de remplacer un gène normal par un gène permettant de meilleures performances. L'amélioration génétique d'êtres humains pourrait alors nous faire entrer ouvertement dans l'ère du transhumanisme annoncé. Une étape serait franchie et l'intervention changerait de nature. En complète rupture avec la vocation médicale, elle répondrait à la demande précise d'une amélioration artificielle au titre de ce qui ressemblerait à une prestation de service. L'hypothèse est logique, car il faut admettre que l'homme résiste difficilement à l'usage de sa propre science. Pour preuve, s'affranchissant de toutes les précautions jugées nécessaires par la communauté des chercheurs, un scientifique chinois a annoncé dès novembre 2018 la naissance de 2 jumelles dont il avait modifié le génome en introduisant dans leur génome un gène de protection contre le virus du sida. Ce chercheur a certes été condamné pour avoir manqué aux règles éthiques élémentaires, je passe, mais il reste qu'un tel franchissement moral des limites fixées par les chercheurs eux-mêmes est tout aussi réel qu'inacceptable, d'autant que l'on sait maintenant que ces jumelles souffrent d'effets secondaires qui n'avaient jamais été anticipés. À l'évidence, il ne s'agit plus d'essais sur l'homme, mais de véritables essais d'hommes modifiés, d'humains modifiés, dont le succès ou l'échec se révélerait au cours de la vie. Faut-il rappeler qu'en manipulant le vivant, il y a toujours un risque de dérive. On le constate, et vous devez le constater déjà, le percevoir, le champ des possibles apparaît sans limite. Car si l'action des substances médicamenteuses est généralement maîtrisée et peut être suspendue à tout moment, la modification du génome est a priori définitive. Autrement dit,
jusqu'où peut-on définitivement améliorer par une modification génétique les conditions de vie et les performances d'une personne seule? Par exemple, serait-il acceptable d'améliorer génétiquement les performances de la mémoire, simplement pour augmenter les capacités de sujets sains? Serait-il légitime de chercher à modifier génétiquement la qualité du sommeil? Les insomniaques ou les grands dormeurs apprécieront. Serait-il acceptable de chercher à modifier génétiquement le comportement des personnes pour les rendre plus dynamiques ou, à l'opposé, plus apaisées? La question n'est pas aussi simple. On pourrait le croire, mais ce n'est pas le cas. Car le problème du dopage n'est jamais très loin quand il s'agit d'améliorer les performances. L'utilisation de l'érythropoïétine, la fameuse EPO, pour améliorer la performance dans l'effort physique est interdite. Bon, donc cette utilisation d'EPO est interdite. Pourtant, ne provient-elle pas d'un glissement simple des pratiques? Je cite, d'abord, pour les sportifs de haut niveau, des stages très officiels en altitude où l'oxygène est plus rare, ce qui par compensation conduit à l'augmentation du nombre de globules rouges et donc à une augmentation de l'oxygénation musculaire une fois revenu en pleine. Puis, si on peut éviter de se déplacer, c'est mieux. Alors on peut faire de l'autotransfusion ou même des séjours en caisson hyperbare pour un même résultat. Et finalement, l'injection de PO paraît encore plus simple. Avant d'envisager l'étape définitive avec le transfert par génie génétique d'un gène performant de l'EPO chez le champion escompté. Le skieur de fond finlandais, Eero Mäkiranta, qui gagna 7 médailles olympiques, avait naturellement une capacité sanguine d'oxygénation augmentée de quelques 50% en raison d'une mutation naturelle du gène EPO qui règle la synthèse de l'érythropoïétine, je devrais dire, qui règle la synthèse de la globine. Et quand on a fait l'étude familiale, on a noté que 200 membres de sa famille possèdent la même mutation. Et depuis, l'analyse génétique de sportifs de haut niveau a pu identifier plusieurs dizaines de gènes sous forme d'allèles rares, leur conférant des performances hors du commun. Cet exemple simple du recours à l'érythropoïétine illustre la réalité du problème. Soit agir pour une période donnée, par le biais d'une substance absorbée ou injectée, pouvant se confondre avec une attitude thérapeutique, soit agir définitivement en modifiant le génome d'une personne. Mais quand a-t-on franchi la limite? Et d'ailleurs, quelle limite? Si même il y en a une. La réponse ne va pas de soi, car la médecine ayant progressivement étendu son domaine d'action au-delà du seul soin des malades pourrait donc intervenir pour améliorer telle ou telle qualité d'une personne. Et après l'homme réparé par la médecine, on pourrait parler de l'homme augmenté par la médecine. Il ne s'agit évidemment pas de renoncer à soigner en corrigeant les anomalies génétiques, mais les possibilités technologiques constituent le déclic qui permet aux tenants du transhumanisme de réaffirmer leur philosophie avec une crédibilité apparente et une stratégie identifiée, afin de répondre aux tentations qui rôdent autour des humains que nous sommes. C'est la raison du débat actuel sur le transhumanisme et c'est ce que je voudrais partager avec vous. L'actualité de l'homme augmenté ou transhumanisme retient d'autant plus l'attention qu'elle s'inscrit dans un contexte historique sans précédent. Après la Seconde Guerre mondiale et ses atrocités, certains ont pensé que la raison et la science promises par les Lumières avaient trahi. La raison s'est perdue à Auschwitz et la science a permis Hiroshima. Et puisque l'homme devait être considéré comme mort,
certains ont décidé d'écrire une nouvelle histoire. Il fallait commencer par faire table rase et déconstruire la pensée et les repères de l'homme, comme de sa société, pour finir d'achever l'ancien monde. C'est ce qu'ont entrepris certains philosophes, comme Derrida, le père de la déconstruction, et d'autres, comme Foucault, Deleuze, Baudrillard, Lacan, en faisant tomber les frontières de toujours entre l'homme et la femme, l'humain et l'animal, le vivant et la machine, le corps et l'esprit, donc plus de frontières. Après la déconstruction, reconstruire du nouveau pouvait alors paraître justifié. Or, précisément, le transhumanisme se propose de satisfaire les attentes d'une société en quête de nouvelles raisons d'espérer. Et les partisans du transhumanisme se sont réunis à Paris il y a 10 ans, en 2014, jugeant nécessaire d'améliorer la condition humaine grâce au progrès de la science et de la technologie, et ils ont réaffirmé, en conclusion, leurs principaux objectifs. Il y en a 4. 1. Améliorer l'être humain grâce aux nouvelles technologies. 2. Soutenir les recherches dans la lutte contre les maladies, la réparation du corps humain et l'amélioration des capacités physiques et mentales. 3. Lutter contre le vieillissement, considéré comme une maladie. 4. Améliorer l'espèce humaine en prenant le contrôle aussi vite que possible de l'évolution de la vie qui, après quelques milliards d'années, va se poursuivre, puisque l'être humain ne peut être considéré comme un être abouti. Alors, derrière certains objectifs parfaitement recevables, d'ailleurs, vous les avez retenus, tels que la lutte contre les maladies, la réparation du corps humain, bien sûr, mais cette approche rationaliste va au-delà. Elle veut inaugurer une nouvelle période où l'homme deviendrait une force capable de se transformer lui-même. Certains soutiennent même que l'amélioration biotechnologique de la nature humaine ne devrait pas seulement être permise, mais devrait même constituer une obligation morale dès lors qu'elle serait pour les hommes un bien obtenu en toute sécurité. On comprend qu'une personne disposant de prothèses, parce qu'elle est diminuée dans ses capacités sensorielles, motrices ou cognitives, cherche à rester dans la normalité de l'être humain, valide, afin d'apparaître semblable aux autres. Mais il n'en va pas du tout de même pour l'homme qui voudrait dépasser ce qui lui a été donné par la nature, afin d'être plus performant. Cet homme pourrait vouloir améliorer ses capacités physiques, ses capacités mentales, en ajoutant à ses facultés celles que l'on peut envier à certains animaux. Par exemple, être sensible à certaines ondes sonores pour mieux se localiser, comme les chauves-souris, ou disposer d'une vision nocturne, comme de nombreux animaux. L'homme augmenté deviendrait donc un homme bionique ou un cyborg, selon que l'augmentation de ses performances relèverait de processus biologiques, l'homme bionique, ou mécanique, l'homme cyborg. Si bien qu'entre les inquiets et les technoprophètes, l'unanimité est loin d'être faite, car l'enjeu n'est rien moins que la nature humaine elle-même qui pourrait se trouver menacée. Pour certains philosophes, l'humanité serait depuis quelques années à un tournant radical de son histoire. Francis Fukuyama a ébauché ce que serait la fin de l'homme et l'avènement du post-humain. Quant à l'idéologie transhumaniste, elle s'inscrit dans la permanence des ambitions de l'homme de devenir l'homme-dieu. Au fond, 2 courants s'affrontent aujourd'hui, les humanistes et les transhumanistes. Pour les premiers, la recherche doit se faire jusqu'à un certain seuil au-delà duquel on n'aurait plus affaire à un être humain. Pour les seconds, ce seuil doit être franchi si on veut continuer d'aller de l'avant. Il faut donc discuter de la légitimité éventuelle du transhumanisme, c'est-à-dire de l'homme augmenté. Certes, par analogie avec la chirurgie esthétique, on a vite fait de s'affranchir de tous ces dilemmes. Car si l'on remodèle le nez, les oreilles ou les seins d'une personne, ne procède-t-on pas au sens strict du terme à une amélioration de cette personne, à tout le moins une amélioration de son pouvoir de séduction? Après tout,
Ne s'agit-il pas du choix délibéré d'une personne qui souffre de l'image qu'elle pense offrir et qui veut en changer? De quel droit pourrait-on s'opposer à son projet de faire remodeler son corps? Oui, mais alors pourquoi ne pas réécrire son génome? On le vérifie à la façon d'un leitmotiv lancinant. Plus que jamais se pose la limite entre le normal et le pathologique abordé par le philosophe Canguilhem, ou encore entre le possible et l'interdit. Autrement dit, la seule question qui vaille est celle de la légitimité d'une telle évolution qui conduit finalement à dénaturer l'être humain que nous sommes. D'autant que l'ambition ne s'arrête pas là. Anticipant les conquêtes technologiques, l'informaticien Ray Kurzweil, qui est une sorte de gourou du mouvement d'idées post-humanistes recruté chez Google, souhaite en finir avec cette humanité dont il juge qu'elle a fait assez de dégâts. Pour lui, le transhumanisme doit être à l'origine du futur. Il doit changer la vie, sélectionner les gamètes, sculpter les corps et les esprits, apprivoiser les gènes, remplacer les neurones, vivre des siècles et ne connaître aucune limite en quoi que ce soit. Il place tous ses espoirs dans une intelligence artificielle toujours plus performante, capable de surpasser naturellement l'intelligence humaine, ce qui surviendrait selon ses prévisions vers 2045. Je lui laisse la responsabilité. En fait, le transhumain ne serait qu'un humain en transit vers d'autres horizons post-humains, cela. Eh bien, l'idée du transhumanisme, à mon avis, se heurte à des impasses. Et après cette analyse des objectifs de l'homme augmenté, dans le fond comme dans la forme, malgré les évolutions de la médecine qui peuvent parfois paraître ambiguës, il me semble qu'on peut identifier au moins 6 impasses au cœur du transhumanisme. Alors, la première impasse concerne le rôle trop exclusif accordé à nos gènes. En effet, le transhumanisme considère l'homme comme le pur produit de ses gènes. C'est pourquoi il estime suffisant de corriger ou remplacer les gènes jugés peu performants pour obtenir un être humain de qualité supérieure. Or, les gènes, et c'est un généticien qui vous le dit, sont loin d'avoir le rôle exclusif qu'on leur a longtemps prêté, puisqu'on sait maintenant que leur expression dépend pour une large part de l'ensemble fonctionnel du génome, c'est-à-dire l'ensemble des gènes, et de l'influence de son environnement, qu'on appelle l'épigénétique. En outre, les transhumanistes semblent oublier un détail d'importance, à savoir que l'espèce humaine est la seule espèce à ne pas être exclusivement héréditaire. À sa naissance, l'homme est hominisé du fait de son patrimoine génétique, mais il lui reste à s'humaniser au contact de ses semblables et de la culture dans laquelle ils vivent. Les cas d'enfants sauvages ou enfants loups dûment authentifiés nous le démontrent. À leur naissance, ce sont bien des petits d'hommes, mais privés de tout contact avec les autres humains. Ils n'acquièrent ni la marche sur leurs 2 jambes, ni la parole, ni la gestuelle, ni le comportement alimentaire. Bref, ils ne se sont pas humanisés. L'homme est bien à la fois un produit de la nature et de la culture, qui joue un rôle essentiel dans l'accomplissement de l'homme. Or, il n'est pas question de culture dans le transhumanisme, puisque pour le transhumanisme, la culture se réduit à la seule technologie. Malgré son importance, le gène ne fait pas tout, et le transhumanisme semble l'ignorer totalement. Voilà un premier argument qui, à lui seul, pourrait convaincre que le transhumanisme n'est pas crédible et encore moins humain. La deuxième impasse concerne les aspects économiques à l'origine d'inégalités, car il faut évidemment s'intéresser au coût des technologies nécessaires à l'augmentation des capacités humaines. Par exemple, chacun peut s'accorder
sur la nécessité de recourir à une rétine électronique pour soulager des personnes souffrant d'une maladie sévère de la vision, car il s'agit d'une indication médicale, et cela, quels que soient les coûts très élevés de tels traitements qui seront assumés par la solidarité nationale, car notre humanité est fondée, entre autres, sur les deux principes d'égalité et de solidarité. Pourtant, les difficultés de financement sont réelles, loin d'être réglées pour de nouveaux médicaments de plus en plus nombreux, très onéreux, notamment contre le cancer, et d'autres indications médicales indiscutables. Qu'en serait-il alors des demandes correspondant aux désirs individuels d'être augmentés, par exemple pour voir la nuit ou posséder une meilleure mémoire? Évidemment, la solidarité nationale, nous pouvons prendre en charge ce type d'indications qui ne sont pas des besoins avérés. Seuls les riches pourraient se payer ces améliorations qu'ils souhaitent. Le résultat aurait pour effet de créer de nouvelles classes sociales, fonction de la capacité financière des uns et des autres, les riches s'offrant les services permettant d'augmenter leurs performances et les moins nantis demeurant rivés à leurs limites. Il en résulterait une caste de transhumains à la puissance toujours croissante et une autre d'humains d'un autre âge, soumis aux maladies, au vieillissement et enfermés dans leur déterminisme. Une telle situation mettrait un terme à la solidarité, à l'égalité des droits. Elle est donc incompatible avec la démocratie. Questionné sur le devenir des milliards d'humains qui ne pourraient pas se payer les modifications génétiques utiles pour devenir performants et survivre, Hans Moravec, qui est le gourou du transhumanisme dans la Silicon Valley, a une réponse totalement édifiante. Je vous la livre. Où est le problème? Les tyrannosaures ont bien disparu, laissant ainsi entendre que les pauvres et les plus fragiles sont destinés à disparaître car incapables de se défendre. Au sens plein du terme, il s'agit d'un véritable totalitarisme politico-biologique qui est l'expression extrême de ce que Michel Foucault appelait le biopouvoir. En somme, l'humanité serait en guerre contre elle-même. La troisième impasse réside dans le refus paradoxal du transhumanisme d'accepter la moindre fragilité chez l'humain selon une conception élitiste et narcissique. N'est-ce pas pourtant la fragilité qui éveille le besoin de se tourner vers l'autre, soit pour demander de l'aide, soit pour lui en apporter, pour recevoir et pour donner, selon l'échange théorisé par Marcel Mauss, le don et le contre-don. La vulnérabilité de tel ou tel à un moment de sa vie semble nécessaire pour le maintien de la cohésion et du lien social. Inversement, être fort et n'avoir besoin de personne conduit à se passer les autres dans un splendide isolement. Dès lors, les autres deviennent inutiles, alors qu'ils sont pourtant indispensables pour réaliser notre condition humaine. Car, je vous le rappelle, l'homme, par définition, est un animal social. Décidément, la négation du lien social par le transhumanisme n'est pas compatible avec la réalité des hommes. La quatrième impasse, à mon sens, concerne le fait que dans la logique, le transhumanisme conduit au post-humanisme. C'est logique, l'humanisme, le post-humanisme et le transhumanisme qui fait la liaison entre les deux. Dans toute cette démarche de l'homme amélioré à l'homme transformé, où serait la frontière marquant la perte de notre propre nature? Cela mérite de regarder la question du post-humanisme d'un peu plus près, à commencer par la quête de l'immortalité qui semble constituer son Graal ultime. Pour les post-humanistes, la mort est une erreur qui doit être corrigée, car il n'est pas besoin de la mort pour être vivant. Le moins qu'on puisse dire est que cet idéal d'immortalité ne va pas de soi pour une société qui se veut pleinement humaine. Pour une raison triviale d'encombrement planétaire, l'immortalité interdirait toute procréation, sauf pour compenser les morts accidentelles. De ce fait, plus d'enfants, plus de nouveaux visages à découvrir, ni de diversité pour se réjouir, pas de renouvellement,
mais seulement l'uniformité au fil d'un temps immobile qui perdrait toute signification. Quel pourrait être le sens de cette immortelle vie doublée d'un éternel ennui dans lequel le besoin d'espérance serait remplacé par le seul instinct de conservation? Même si d'évidence les effets du vieillissement doivent être médicalement combattus, la fin de la mort ne répond pas aux aspirations humaines, à l'émotion qui anime, à la nécessaire attente du lendemain. Car n'est-ce pas finalement la mort qui donne tout son sens à la vie? À ce point, la 5e impasse s'impose. Car pour faire bonne mesure, dans la logique post-humaniste vers laquelle on tendrait, il conviendrait de migrer de notre enveloppe biologique vers un monde totalement digital, où notre cerveau serait téléchargé sur un disque dur, rendant possible l'abandon de notre corps devenu inutile. Le post-humain renoncerait ainsi au pouvoir de son corps, celui de plaire, de séduire, de désirer, d'aimer, accréditant l'idée que les post-humanistes détestent la chair. Je ne crois pas qu'il soit si naturel et facile pour un humain de renoncer au plaisir de concevoir des enfants, d'apprendre pour savoir, de peiner pour éprouver la fierté de réussir, de supprimer le plaisir d'une gourmandise partagée et d'un cadeau offert ou reçu avec le sourire. Au fond, le post-humain aurait abandonné le besoin de découvrir d'autres visages et de s'y arrêter le temps de la découverte. Il aurait décidé d'abandonner les sensations de son corps, fourbu et heureux de l'effort accompli, c'est-à-dire de toutes les expressions du corps qui traduisent nos états d'âme. Mais il est vrai que de l'âme, il n'est plus question. Bref, que resterait-il de cette humanité étonnante, par les sursauts des corps et des esprits, unis dans un même élan qu'elle nous offre si souvent? Je ne suis donc pas certain que l'homme soit prêt à renoncer à ce corps, qu'il traîne parfois, c'est vrai, avec difficulté, souffrance, mais qui lui occasionne aussi tant de joie et de plaisir. L'abandon de ce corps par l'homme n'est tout simplement pas compatible avec l'idée d'humanité, car l'esprit et le corps y sont consubstantiels. Enfin, la 6e impasse vient de la primauté absolue des technologies érigées en mode de pensée. Car pour parvenir à ce prétendu paradis post-humaniste auquel conduit le transhumanisme, il faudrait s'en remettre aveuglément aux sciences et aux technologies, qui prendraient le contrôle de l'évolution de l'homme en procédant par tâtonnement. Une expérimentation permanente par des essais d'hommes dont on ne garderait que les meilleurs sans jamais dire ce que deviendraient les autres. Suppression de toute liberté, voilà ce que le post-humanisme qualifie de contrôle de l'évolution. Chacun peut comprendre que le respect de la dignité et de la liberté des personnes n'est au programme ni du transhumanisme, ni du post-humanisme. Or, c'est parce que nous sommes, tout ou partie, le fruit du hasard, que nous sommes libres. Dès que nous serions construits ou manipulés selon une volonté ou un plan préétabli, comme avec le clonage, il nous faudrait répondre à ce plan. Et nous ne serions plus libres d'être et de choisir. Alors, pour conclure, s'il n'est pas question de renoncer aux techniques nouvelles, ces dernières doivent être considérées comme des moyens, et seulement des moyens auxquels on doit recourir pour servir l'homme et pas pour l'asservir. Chacun le sait, ce n'est pas la connaissance qui est dangereuse, mais l'usage qu'on en fait. Il me semble donc que pour ne rien céder aux technoprophètes, il faut se méfier de toutes les idéologies clandestines qui s'accrochent toujours au progrès. L'essentiel étant d'œuvrer pour donner du sens à la vie, pour redéfinir la notion d'idéal humain et rappeler les valeurs qui nous élèvent. Francis Fukuyama, en 1992 puis 2004, caractérisait le transhumanisme comme l'idée la plus dangereuse de l'histoire de l'humanité. Reste au fond
la question de la finalité qui nous conduit à nous interroger. Qu'allons-nous faire de nous? Le transhumanisme, et c'est l'intérêt qu'il faut lui reconnaître, nous met donc en demeure de penser différemment, de nous ressaisir, de nous remettre en question et de prendre notre destin en main. Si nous restons attachés à notre humanité, il nous faut donc bien considérer les conséquences du transhumanisme, réexaminer le rôle joué par la médecine et faire la part des choses afin de penser et refonder un nouvel humanisme en recourant à l'éthique. Il me semble que c'est la seule réponse possible. Je vous remercie.